Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je reçois Maya Cousineau-Molène, femme engagée, diplômée en sciences politiques et études autochtones. Les femmes autochtones disparues, les femmes malmenées éveillent sa colère, une colère qu'elle transcende par la poésie. Son deuxième recueil, Enfants du Lichen, lui a valu en 2022 le prestigieux prix du gouverneur général, grâce auquel sa voix de militante portera encore plus haut. Bonjour Maya Cousineau-Molène. Quoi, Marjorie? Bienvenue à Vivement les femmes. Donc, Maya, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de nous décrire vos racines puis votre enfance. Mes racines et mon enfance. En fait, je viens de la communauté Innu des Coanichit sur la Côte-Nord, qu'on appelait Mingan avant. Ma communauté a été mise en réserve assez tard, 1950-55, je ne sais pas trop. Et ma mère Innu et mon père Innu ont été dans les pensionnats autochtones. Ma mère est toujours restée avec des problèmes, des enjeux. Moi, j'étais la troisième enfant du mariage. Et dans ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle l'adoption traditionnelle, du moins dans les différentes nations autochtones qui pouvaient s'appliquer. Ouais. Et ma mère, Anne Napès, a décidé d'aller voir ma famille adoptive, là, les Cousineau-Maloney, pour leur demander s'ils voulaient me prendre en adoption. Et ma mère adoptive a accepté. Donc, quand elle a accouché de moi, après 8 ou 10 jours, j'étais déjà dans ma nouvelle famille. OK. On appelle ça l'adoption coutumière, comme de quoi qu'on reste toujours en contact avec nos racines. Justement, on parlait de racines tantôt. Et on sait toujours d'où on vient. Donc, on n'a pas l'espèce de traumatisme qu'il y a dans la société non autochtone, où ce qu'on dit pas qui sont tes parents, d'où tu viens, puis qu'on laisse le choix à la mère de pas être contactée ou non. Oui. Tu sais, je trouve ça des fois un peu difficile. Et voilà, donc j'ai grandi dans cette famille-là. J'ai jamais été adoptée légalement. OK. De ce que j'ai compris, dans la loi sur les Indiens, il y avait comme une espèce de règle qui s'appelait l'émancipation. Et je crois que quand on était adopté par des Blancs, on perdait le statut. Et mes parents ne voulaient pas que je perde justement mes racines et mon appartenance à ma communauté. OK. Ils étaient quand même bien informés pour l'époque. Là, on parle dans les années 75, 80. Oui. Donc, voilà. Puis, j'ai toujours grandi vraiment, toujours comme un peu entre deux. Entre deux eaux. Oui, c'est ça. Et surtout dans une société comme au Québec, où ce qui connaissait vraiment pas beaucoup les Autochtones et qui avait une image très réductrice Oui. et très négative. Hein. Donc, je me rappelle que mon enfance, entre autres, je faisais toujours le saut quand je me voyais dans le miroir. Oh mon Dieu, c'est quoi ces traits-là? Parce que je suis Oui. très, très typée de ma nation. Puis pendant longtemps, je n'étais pas contente de ressembler à une Innu. Oui. Parce que ça n'a jamais été véhiculé positivement. Même dans l'histoire, je me rappelle mes cours d'histoire au primaire puis secondaire, et c'était très nul comme contenu historique. On ne parlait que des Iroquois et des Algonquiens. Puis là, je me demandais, mais nous, on est quoi d'abord? Donc, il n'y avait pas les modifications comme il se fait à l'époque. Oui. Donc, mais mes racines ont toujours été... ont dû toujours être plus fortes que d'autres, dans le sens que une partie de mon appartenance était très mal entretenue, hein, l'appartenance autochtone. Et du côté québécois, c'était le racisme, l'incompréhension, l'ignorance. Mes parents me défendaient, par exemple, puis ils m'ont beaucoup encouragée à développer, par exemple, je dirais ma capacité oratoire. Donc, ils m'encourageaient à lire tout haut, m'ont encouragé à la lecture assez jeune. Oui. Donc, voilà, ça m'a permis de me créer un univers parce que
j'étais déjà entre deux mondes assez jeune. Les Inuits de ma communauté à l'époque ne comprenaient pas pourquoi j'étais adopté, je pense, par des non-autochtones. Donc, je vivais de l'intimidation. Et du côté blanc, ben, je vivais du racisme. Oui. Donc, j'étais toujours en équilibre entre deux univers. C'est ça, en équilibre. Oui. Oui, parce que ça vous a permis de garder votre équilibre, le fait d'être en lien avec aussi vos parents biologiques. C'était pas facile. C'était pas facile? Non, parce que mon père, je le voyais pas beaucoup. OK. Et à l'époque, il y avait des problèmes, donc j'avais des craintes. Comme je savais que je n'étais pas adoptée légalement, j'avais peur qu'on me reprenne. D'accord. Et ma mère, Anne, était toujours comme voyager à Québec, voyager à Pessamit, aller à cette île. Je savais qu'elle était toujours comme en déplacement, mais j'avais pas des liens très proches avec elle. OK. Tu sais, on me disait, c'est ta mère, mais je la regardais comme... Je savais pas trop quoi faire. Ouais. Je savais pas de quoi y parler. Elle me parlait, mais tu sais, j'étais vraiment pas portée à être proche. Donc, donc c'est ça, j'ai pas... C'est plus en vieillissant. En vieillissant. Est-ce que ça vous a permis de parler la langue? Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ma mère devait m'enseigner la langue et elle a été incapable parce qu'elle pouvait pas rester dans la communauté. Oui. Et elle est partie. Donc, c'est vrai que la passation de la langue se fait beaucoup par la mère. Et voilà. Donc, c'est pas arrivé. OK. Maya, vous avez dit en entrevue que les femmes en communauté autochtone ont le corps que le territoire a sculpté pour elles. Expliquez-nous un peu. Ben, quand on regarde les femmes Inuits, on n'est pas faites comme des Méditerranéennes. Voyons. Oui. Des femmes de la Méditerranée. Oui. On est faites plus... on est faites pour marcher sur le territoire. On est faites résistantes et... on n'a pas nécessairement des hanches très... Oui. On a des hanches plus étroites. On est plus... façonné justement pour marcher sur ces terres un petit peu hostiles. Solide, costaud. Ouais, c'est ça, plus solide. Et puis aussi, je pense, quand je pense à cette phrase-là, je pense au visage des coucoums, tu sais, comment elles sont bien ridées. Oui. Je dis souvent que tout dépendant du bagage de la personne, si elle a bien vécu, bien vieilli, ça va faire une belle grand-mère. Tandis que des fois, on peut voir l'amertume sur le visage des gens quand la vie a été difficile. Oui. Je suis avec Maya Cousineau-Molène, écrivaine et poète de la nation Innu. Maya, je vous amène tout de suite au poème de votre livre « Les enfants du lichen », paru aux éditions Anne Norac en 2022. Alors, j'aimerais lire premièrement le poème qui se trouve à la page 84 et ensuite celui à la page 47. Oui, alors 84. En ce pays construit dans le sang, étouffé, je suis comme toi, je ne suis rien que ça, moins qu'une âme. Réduite aux limites insupportables des préjugés effaçant notre fierté, pour une mentalité meurtrière qui ne rêve surtout pas pour nous. Ça, femme-objet, femme-rejet. Ça, être d'humanité, nous, Première Nation. Et l'autre qui se trouve à la page 47. C'est une Indienne, c'est pas grave, paralysée par le joug colonial sur la civière des oublis, au cœur d'un hôpital obscur. Héritière des fantômes tristes, de ces pensionnats lugubres. En un mot, tu résumes ma valeur, en mes terres 1000 fois offensées. Je suis l'Indienne, celle que tu désires, le temps d'une étreinte
Je suis l'Indienne, celle que tu ne vois plus, invisible. Je suis l'Indienne, souvenir vibrant d'une colonisation blessante. Oui. Je suis l'Indienne, celle qui meurt 100 fois par ta haine. Je suis l'Indienne, celle que tu ne connais pas. Je suis l'Indienne, la sublime, la rebelle, femme sacrée. Dans ces deux poèmes, vous décrivez aussi avec force, je pense, l'hypersexualisation du corps des femmes autochtones. Puis j'aimerais savoir quel constat que vous en faites. On a encore du travail à faire. Mm-hmm. Je dois juste préciser rapidement que ces deux textes-là ont été écrits suite à l'événement avec Mme Joyce Echaquan. Oui. Également. Oui. Et je trouve que oui, on a encore du travail à faire, on a encore de la sensibilisation à faire, autant du côté des femmes autochtones que de la société dominante, que ce soit au niveau du respect, de la perception, des, comment on dit ça, des critères de beauté. De beauté. Oui. Parce que on est différentes. Oui. On est différentes. On a une approche différente aussi, peut-être avec notre corps, mais on est en train de tranquillement s'adapter à la société dominante. Et je regarde les concours de Miss Univers, ces choses-là. Oui. Ça me fait beaucoup poser des questions. Est-ce que ça promouvoit un modèle sain auprès des femmes autochtones? Est-ce qu'il y a encore une hypersexualisation? Oui. La question se pose, je pense. Et toute réponse est bien accueillie, je crois, et mérite d'être réfléchie. Mais oui, que ce soit dans les relations intimes également, les hommes ont vraiment besoin de s'éduquer. Oui. Parce que c'est fou, des fois, ce qu'on entend là, comme question ou comme préjugé quand on essaye de créer des liens avec l'autre. On sent des fois que le sort en est jeté, que le jugement est là, et que peu importe ce qu'on essaye de faire ou de prouver, on va être hypersexualisé, on va encore vivre des préjugés. On peut risquer encore de nous voir comme des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, des femmes faciles, bref. Alors, je pense qu'il y a un travail dans la société. Et moi, ce que j'aimerais, puis c'est une des démarches un peu artistiques que j'essaye de faire dans mes recueils, de permettre à la femme autochtone de se réapproprier sa sensualité et sa sexualité, de la vivre comme elle aimerait la vivre, et non pas comme la société dominante aimerait qu'on la vive. Exactement. Il y a un travail de réflexion à faire là-dessus. Il y a aussi tout un nettoyage de la pensée de culpabilité judéo-chrétienne par rapport à cette perception-là de la sexualité. Curieuse un peu aussi de voir comment nos sociétés évoluait là-dedans avant le contact. Je serais curieuse d'en lire un peu plus. Et mais c'est ça, c'est par l'éducation, la formation. Par l'éducation, pour que le regard de l'autre soit différent lorsqu'il oui, exactement. Jette le... Oui. Puis, comment on fait pour assurer la transmission de la culture et puis faire cesser la transmission du trauma? Je pense que pour certaines personnes, ça prend une incroyable force de caractère. J'ai une pensée spéciale pour ma sœur Inou, qui, elle a eu 4 enfants. Et elle a eu une vie difficile, avec peu de moyens. Et des conjoints, qui maintenant sont corrects, mais ils ont eu leurs enjeux de couple comme tout le monde. Mais quand je regarde ces 4 enfants, je ne vois pas le trauma intergénérationnel en eux. Ils ont des enjeux comme tout le monde, mais ils sont pas marqués par les dommages collatéraux de la colonisation, je crois. Du moins, beaucoup moins que bien d'autres. Donc, ça je suis très heureuse de constater ça. Je suis contente de les voir évoluer, de les voir vouloir connaître le monde, étudier, avoir des enfants. Et j'ai perdu un peu le fil, mais... C'est pour faire cesser la transmission du trauma. Puis oui, c'est ça. Ben, sans doute une certaine patience, parce que on a encore des générations qui sont sorties des pensionnats, et aussi on a des générations qui sont ces générations-là qui ont sorti des pensionnats, ont eu des enfants, et beaucoup ont des blessures. Il y a un énorme travail de guérison à faire. À faire aussi, Et pour justement
alléger le climat, que ce soit le climat familial, de travail, communautaire. Il y a une réflexion à faire là-dessus aussi. En tout cas, moi, j'en suis consciente. Des fois, on voit la violence latérale dans les organisations autochtones. Il y en a autant chez les non-autochtones. Je ne suis pas là pour faire le procès de personne, mais on voit qu'il y a un travail de guérison interne à faire, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à guérir si il veut pas le faire. Il veut pas le faire, exactement. Puis, est-ce que vous voyez que, alors, ces jeunes issus des communautés, est-ce qu'ils ont le goût de se rapprocher de leur culture, de la faire valoir, de la... Je vais me fier aux jeunes de ma communauté. Oui. Puis oui, je crois qu'il y a quand même un intérêt de garder la langue. Je pense à ma nièce qui est rendue au baccalauréat, qui étudiait en, je pense, administration et gestion en milieu communautaire autochtone. Oui. Donc, c'est des choses qui sont... je suis contente que le système éducatif commence à s'adapter à cette génération-là qui arrive sur les bancs d'école. Et je suis contente aussi parce que dans cette école-là, les étudiants ont accès à la langue Innu, puis ils ont aussi des cours de Innu Aitun, donc pratique de la culture. Ils les amènent sur les îles, sur le territoire. Donc, il y a quand même un travail là, de tous les instants pour les garder connectés à ce qu'ils sont. Au moins, la transmission de la culture de génération aussi, des anciennes générations. Oui, c'est ça, oui. Toujours en conversation avec Maya Cousineau-Malène, écrivaine et poète de la nation Innu. Maya, on a pu constater durant la dernière année beaucoup d'actions quand même qui ont été faites. On parle de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le nouveau secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits mis en place par Yann Lafrenière, qui est comme ministre. La nouvelle catégorie de musique autochtone à la disque, le rôle d'Anne Panasok auprès des familles des victimes. Est-ce que, selon vous, ce sont des signes que la société s'allume, atténue l'égoïsme sociétal, qu'il y a une conscience vraiment collective de tout ce qui a été? Sans donner une pichenote au secrétariat aux affaires autochtones, oui. Je ne veux pas dire que c'est 4,30 sous pour une pièce, mais changer de nom à un secrétariat, oui. Moi, je pense que c'est plus dans le concret, sur le terrain, qu'on va voir les changements. Donc, il faut attendre un peu. Parce que j'ai des doutes un peu sur le gouvernement Legault, sur sa volonté. C'est pas juste dans le paraître et dans les changements de nom, mais c'est aussi au niveau de la mentalité. On a une génération, que ce soit de l'âge du premier ministre et peut-être même plus vieux, qui ont une vision un peu biaisée des Autochtones. Oui. Je l'ai souvent senti, vu, entendu, et il y a un travail de conscience et d'introspection à faire auprès de ces gens-là, et d'éducation. On ne peut pas toujours être vu avec une certaine distance de la part des gouvernements, alors qu'on nous demande de signer des traités qui éteignent nos droits, mais qu'on ne veut pas prendre le temps de nous écouter, mettons, sur nos besoins en culture, en langue, en développement économique, en accès à l'éducation pour les jeunes. Donc, je crois qu'on n'a pas terminé le travail. Et, mais
C'est sûr que ça aurait pris un bon coup de pied au derrière, excusez l'expression, à la Société canadienne et québécoise. Oui. Oui, avec Joyce Echaquan, pour moi, ça a été l'horrible matérialisation d'une réalité que je connaissais. Ce mépris, cette haine de l'autre. J'espérais ne jamais voir ça à la télé, mais on l'a vu. Et les charniers et cimetières anonymes des enfants autochtones dans les pensionnats, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et ça a amené un réveil dans la société canadienne et québécoise. Il faut que ce réveil-là se poursuive. Il ne faut pas juste être une tendance in. Voilà. Il ne faut pas juste être une mode. Il faut que le travail de réconciliation, de résilience, de collaboration, de co-création continue. Ça ne veut pas non plus dire de s'enfermer dans sa culture et refuser de communiquer avec l'autre, mais de profiter, de créer des ponts, de créer des dialogues. C'est ce que je fais beaucoup, moi, de mon côté, avec la poésie. Quand je donne des conférences, quand je fais des lectures de poésie, c'est souvent pour moi un moyen diplomatique de parler de choses très difficiles, mais qui va réveiller via la poésie des sentiments, une émotion chez l'autre et qui va amener soit des questions, des commentaires, un partage. Et c'est comme ça, je pense que l'éducation se fait de manière plus douce. Donc, parce que c'est pas de la faute des jeunes générations d'aujourd'hui, ce qui se passe avec les Premières Nations. Et même pas celle de la génération du gouvernement, du premier ministre Legault. C'est ceux qui ont créé la loi sur les Indiens, la loi sur les sauvages, les réserves, qui ont décidé qu'on était une nuisance pour le développement économique de la colonie, de la jeune province, qui ont décidé aussi de tenter de détruire nos manières de vivre en nous enfermant dans des réserves, sans nous demander notre avis. Ouais. Donc, aujourd'hui, comparé à aujourd'hui, avec tout ce que je vois comme initiative, je suis très, très positive. Parce qu'il y a des choses que je vois arriver que je ne pensais pas voir de mon vivant. Ah oui? Oui. Donc, pour vous, j'ose demander, Maya, est-ce que, parce qu'on parle quand même de racisme systémique, parce qu'il y a eu les lois, la loi sur les Indiens et tout, est-ce que vous avez bon espoir qu'on s'en va vers une société beaucoup plus ouverte où ce racisme systémique... Je pense qu'en attendant que certains gens au pouvoir décident de le reconnaître, pour ne pas les nommer, il ne faut pas oublier le travail de terrain. Puis je salue toutes les organisations non autochtones, les entreprises non autochtones qui décident de créer des postes comme d'agents de liaison, des postes comme le mien, conseillère en développement communautaire Première Nation Inuit dans une compagnie d'architectes, ou le nouveau poste que je vais bientôt occuper, qui est chargé de projet Relations avec les premiers peuples à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Oui. C'est tout un éveil sociétal qui, je crois, doit continuer et doit s'ouvrir dans les limites du bon sens aussi, mais à la perspective autochtone, à la perspective des communautés, des nations, et de découvrir comment chacun peut s'enrichir l'un vis-à-vis l'autre. On a parlé tout à l'heure des actions qui ont été faites et tout ça, et de recevoir le prix littéraire prestigieux. Maya, quand même, les 2 livres que vous avez jusqu'à présent ont été couronnés. Oui. Puis, est-ce que vous avez été surprise? Puis, est-ce que ça vous stimule à embrasser une carrière en littérature à temps plein? Écoutez, j'avais aucune attente pour Enfants du Lichen. Oui. Je l'ai sorti, puis ouf! Et j'avais aucun espoir, aucune attente. Je pensais même qu'il allait même moins pogner, entre guillemets, que le premier. OK. Donc, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai su que j'étais en nomination pour le prix. D'ailleurs, je l'ai su un matin en me réveillant. J'avais plein de messages sur mon Facebook. De quoi qu'il parle? Félicitations, tu le mérites. Et là, j'ai compris. Un ami m'a expliqué, ben oui, tu es nominé pour le prix du gouverneur général. Je dis, mon Dieu, ah oui. Et je voyais les autres aussi qui étaient en nomination. J'ai fait, je me mesure pas n'importe qui. C'est ça, oui, tout à fait. Et quand j'ai su une semaine après que j'étais la gagnante, j'étais chez moi en train de m'occuper de mes chats. Et c'est parfait pour garder l'ego au ras des pâquerettes, comme on dit. Oui. J'ai pas eu le temps de m'enfler la tête ben. La personne m'appelle pour me l'annoncer. J'étais très, très contente. J'ai beaucoup pensé à mes parents adoptifs parce que c'est eux qui m'ont encouragée aussi sur la voie de l'écriture, de performance publique, d'implication communautaire. Ils m'ont beaucoup encouragée parce qu'ils savaient
quand ils m'ont adopté, que je partais 2 couches en dessous. Oui. Je partais femme et autochtone. Ça part mal. C'est Donc, ça. ils m'ont donné un peu plus de torque ou de, comment dirais-je, de force, de force. pour survivre dans cette société. Oui. Donc, quand je l'ai su, j'étais comme très, très, très heureuse. Mais mes chums m'ont regardé en disant, hey, la litière, hein, ça sera pas tout seul. Donc, le quotidien a continué. Mais je suis vraiment émue, très contente, et ça me prouve que, à quelque part, je suis sur le bon chemin. J'ai bien fait d'attendre toutes ces années parce que depuis le début des années 2000 qu'on me demande de publier, et j'ai vraiment pris mon temps. Ça m'a repris un certain état d'esprit pour dire, OK, je m'assois, je rapaille mes textes, qu'est-ce que je fais, et je les publie. Donc, non, je suis très heureuse et très, très fière, puis en espérant que ça va inspirer d'autres jeunes autochtones, parce que je voyage. Oui. J'arrive de l'Italie. J'étais en Italie, à Bologne et à Gênes, et d'ailleurs, je vais devoir y retourner éventuellement. Et en mars, je m'en vais en Allemagne pour participer à une conférence, entre autres à Greinau et Berlin. Oui. Et ensuite, je vais faire un saut à Paris. Donc, et l'Italie, ça va revenir sans doute en 2024 pour terminer la tournée. Donc, il y a un bel éveil, un bel intérêt, bon, depuis quelques années, envers la littérature autochtone, mais je suis contente de pouvoir y apporter ma modeste contribution. Puis vous, lorsque vous faites les conférences, c'est sur quels sont les sujets? Oui. Le titre, c'est « Être Innu-Québécoise au temps de la colonisation, de la réconciliation ». Tout dépendant où je suis, je change le titre. Mais c'est pour montrer que la colonisation est encore dans ma vie. Oui. Pour montrer que mon parcours de vie a été touché par chaque grande étape de l'histoire des Premières Nations, la mise en réserve, les agents des Indiens, les adoptions massives d'enfants autochtones, la crise d'Oka, pour moi, qui a été marquante. Tout ça ont influencé mon parcours et font de moi l'écrivaine que je suis. Oui, oui. Mais j'ai toujours été, malgré moi, teintée d'un certain positivisme. Donc oui, ma poésie est parfois rude, difficile, mais j'ai quand même quelques textes qui sont tendres envers les aînés, le territoire, ou quelques muses que j'ai rencontrées dans ma vie. Oui. Vous écoutez Vivement les femmes. En compagnie de Maya Cousineau-Molène, écrivaine et poète Innu. Maya, on a parlé de vos chats tout à l'heure. Donc, j'aimerais ça que vous lisiez le poème que vous avez fait pour eux. Puis, je vous pose aussi la question, parce que je crois que vos poèmes vous apportent une certaine aussi guérison par rapport à des douleurs. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. OK. Une seconde. OK. Tu crois le calme revenu, malgré la terre qui tremble. Ton corps s'apaise avant de rugir. Les vagues te submergent, les tremblements t'épuisent. Toutes les fins du monde se déversent sur toi. Tu pries sans délivrance. 1000 films d'horreur dans ton imaginaire. Soudain, le petit corps chéri s'approche, inquiet, se love contre toi. Et toi, tu pleures car tu sais qu'elle t'aime. Tu es sa lumière, elle est ton soleil. Le sommeil vous emporte, unis dans une mort temporaire. Ben, moi, je dis souvent que la poésie, est pour moi, est un exutoire. Oui. Toute douleur, toute grande tristesse, grand questionnement se dépeint en poésie pour moi. Et oui, j'ai eu des enjeux dans mon adolescence, mais même durant la pandémie, où oui, des idées suicidaires ont rôdé. J'ai même passé à l'acte 2 fois durant ma jeunesse, qui sont passées inaperçues, ce qui est correct comme ça. Je suis très en paix avec ça. Je suis pas dans la victimisation ni dans la recherche de pitié. Pour moi, c'est... J'ai passé par là, puis je crois qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui passent par là, parce que j'expliquais justement dans une entrevue que j'ai donnée ici, et on grandit sur ce qui était déjà nos terres, nos cultures, notre musique, notre spiritualité est méprisée. Et
on se méprise entre nous. Fait qu'à un moment donné, il vient une réaction. Je crois que la personne va se retourner contre elle, il va s'auto-saboter ou va se suicider tout simplement parce qu'elle n'arrive plus à vivre dans ce contexte très hostile. Là, je dis pas que c'est ça en ce moment, mais ça a déjà été comme ça. Donc, puis oui, je pense que quand il y a des suicides dans les communautés, c'est une douleur qui a été incapable de gérer, qui a pas trouvé non plus écho à quelque part. Et oui, j'en parle, c'est pas pour me plaindre, mais c'est parce que je me sens en paix maintenant. Oui, pendant la pandémie, ça a été très difficile, mais j'ai découvert que dans ma famille, on est très anxieux, ma famille est Innu, et j'ai accepté d'être suivie par un médecin qui m'a aidé justement à mieux gérer mon anxiété, et également mes animaux m'ont aidé aussi. Parce que c'est des animaux qui n'ont pas demandé à être adoptés par moi. J'ai une responsabilité envers eux. Donc, si je fais une connerie et que je disparais, qui va s'occuper d'eux? Puis pour moi, leur bonheur, leur bien-être est très important. Je leur dois ça. D'ailleurs, j'avais une conversation avec un monsieur de l'Europe et je lui parlais que j'avais adopté un chat qui vivait dehors. Il s'appelle Sarou, un gros matou noir, fluffy. Et il te dit, il doit être reconnaissant. Je le regarde, j'ai dit, c'est très humain, puis un peu très narcissique de penser qu'un animal doit être reconnaissant envers nous. C'est plutôt moi qui devrait être reconnaissante envers lui, qu'il accepte de vivre avec moi, qui me permet que je m'occupe de lui. T'sais, de lui prêter des sentiments comme ça, faut être prudent, je crois. Et c'est vraiment une réflexion qui m'a sauté à l'esprit. Et voilà, il n'a pas choisi d'être avec moi. En effet. Et c'est de mon devoir de faire en sorte qu'ils ont une bonne vie, surtout si j'ai choisi de les avoir avec moi. Dans votre livre, Les enfants du lichen, qui a été préfacé par Hélène Sixiou, elle dit Maya pluriel, messagère infatigable des grandes colères. J'ose vous demander, Maya, votre colère à vous, est-ce qu'elle s'est apaisée? Disons qu'elle se gère mieux. Depuis que je sais que je peux écrire de la poésie, mes éclats de colère sont plus maîtrisés. Puis même, je fais attention. Des fois, on peut arriver chez nous et vivre une certaine colère, mais je me rends compte que ça a un impact sur mes animaux. Ils ont peur, ils se cachent. Fait que j'ai pas envie de les affecter avec une émotion négative. Et ça m'aide aussi à mieux la gérer, à mieux la travailler. Donc, j'écris de la poésie pour des fois me défouler. C'est merveilleux. J'en doute pas. Et ça brise rien. Voilà. Tout à l'heure, on avait parlé un peu des différents mandats, postes ou missions que vous avez. Et puis, je sais que vous êtes agent de développement dans un cabinet d'architecture. Puis, au fil des entrevues que vous avez données, vous avez dit que pour les peuples autochtones, l'architecture est un rendez-vous manqué. Puis, tu sais, on entend souvent parler de la culture, du savoir, même de la spiritualité autochtone, mais jamais de l'architecture. Donc, expliquez-nous, quel a été votre rapport? Au Canada, on est entre 55 et 60 nations survivantes pour 630 communautés autochtones. 630 réserves autochtones. Réserves, terme qu'on retrouve dans la loi sur les Indiens. Comme je le disais tantôt, notre nomadisme dérangeait le développement économique des colons. Donc, ils ont créé cette loi pour mieux nous gérer et mieux nous contrôler. Donc, ils ont créé des réserves. Puis, premièrement, ils voulaient même pas qu'on parle notre langue, qu'on pratique notre culture et notre spiritualité. Donc, de là, nous demander comment qu'on construit nos abris ou nos tentes. C'est ça. On s'est même pas rendu là. Des fois, quand je donne une conférence puis que je parle de l'exemple de l'architecture autochtone, je prends la photo d'une communauté au Manitoba, par exemple, puis une photo d'une communauté au Québec, je les colle ensemble, puis je demande aux gens, c'est quelle communauté, ça? Puis là, il y en a qui s'essayent, et quand je leur explique que c'est 2 photos collées de provinces éloignées, les gens font ça, mais c'est ça, tu sais, quand ils ont construit les réserves, ils ont envoyé des maisons, puis c'était souvent le même modèle, ils n'ont pas demandé aux gens comment tu aimerais avoir ton environnement bâti. Non, on te donne une maison, puis arrange-toi avec ça, vis dedans, puis d'ailleurs, on te la donne. Tu devrais être reconnaissant. Et
Et voilà, puis donc on a commencé à contre-habiter le territoire Oui. parce qu'on nous forçait à l'habiter d'une façon qui nous était pas naturelle. Puis je me rappelle même dans une conférence en Italie, je disais, parce qu'on dit souvent que l'architecture est née en Italie, Mhm. et pour moi, elle est pas née en Italie, elle est née partout. Dès que tu as besoin de t'abriter, l'architecture commence à s'esquisser. En effet. Puis c'est vrai qu'il y a des différents types de constructions que la nation Haïda, Mohawk, Innu ou Atikamekw, ce ne sera pas les mêmes types de bâtiments. Mhm. Et on veut redonner aux communautés la chance de se réapproprier leur environnement bâti. Et puis nous, dans le travail qu'on fait avec les communautés, c'est de les consulter. Tu sais, avant, on les consultait pas, Ouais. on leur imposait une mesure, puis c'est tout. Mhm. Et maintenant, ben, il y a un plus grand respect qui se fait. Et ce qu'Évoque fait quand elle va dans les communautés, premièrement, c'est démystifier un peu c'est quoi l'architecture, Mhm. encourager les jeunes à étudier là-dedans aussi, Ouais. et consulter les gens des différentes strates de la population, tu sais, les chasseurs, les femmes, les aînés, les jeunes, pour dire, il y a un bâtiment qui s'en vient chez toi, comment tu le verrais? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il émerge de ta culture dans ce bâtiment-là? Mhm. Puis les gens sont comme, hein, on demande mon avis. Aujourd'hui, on est plus maintenant dans l'affirmation de nos opinions. Oui, Mais à une époque, on ne demandait pas notre avis. c'est ça. Et moi, ce que je trouve bien dans cette mission-là, c'est que c'est un exemple de co-création positive. Parce que quand je donne des fois mes conférences, plus ça va, plus je peux me dire, oh mon Dieu, que c'est triste, tu sais, Mhm. c'est sombre un peu. Mais quand je termine avec l'exemple de l'architecture, ça amène une belle piste d'espoir. Tout à fait. Mm. De retour avec Maya Cousino-Mollène, écrivaine et poète de nation Innu. Maya, j'ai un poème que j'ai apprécié dans votre livre Lilken, qui se trouve à la page 92. Mm-hmm. C'est un poème qui s'intitule Itinérance ou quête. J'aimerais ça vous entendre le lire parce que c'est un regard tellement empathique, adoucissant sur l'itinérance qui est une problématique Criante à Montréal. criante à Montréal. Mais ça m'a beaucoup touchée. Donc, j'aimerais ça vous entendre lire le poème. Je te vois marcher dans la rue solitaire. Tu tends la main, tu reçois de la monnaie. Tu dis merci pour un repas partagé ou un quignon de pain. Je te vois, mon frère, hanter ce territoire plus mort que vif. Je crois sincèrement, mon frère, que je ne vois pas un itinérant, mais un chasseur désœuvré qui cherche son territoire de chasse. Fantôme d'une perdrix, galop désincarné d'un chevreuil, où es-tu sous ce béton sans âme? Fausse forêt de gratte-ciel,
sentier de perdition pour le cœur qui se cherche. Oui. Comment vous l'avez écrit, ce poème? Qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Dans ce temps-là, la première année que je suis arrivée à Montréal, je vivais à Terrebonne. Et je prenais des fois mon auto pour me rendre au travail. Donc, j'arrivais de la Rive-Nord, puis il y a un Innu qui se tient à une certaine place, et coin Sherbrooke et je sais pas où. Puis je l'ai vu, tu sais, la manière que le soleil frappait sur lui, et comment il se promenait, tu sais, je le voyais, puis il vacillait un peu. Oui. Et l'idée d'écrire ce texte-là m'est venue, parce que j'ai pensé qu'il doit tellement être mieux sur le territoire, Oui. à vivre sa culture, que d'être ici à essayer de trouver un 25 cents pour manger. Et d'ailleurs, je me permets de lire un inédit que j'ai écrit hier. Wow. C'est un autre, c'est pas une itinérance, mais c'est un homme Innu qui est déménagé ici à Montréal pour étudier, puis repartir à zéro, on va dire, de ce que j'en ai compris. Oui. Et je lui donne des fois un petit coup de main parce il veut écrire de la poésie. Et à force de l'entendre parler, de lire ses textes, ça m'a inspiré ceci. Oui. Donc, fils, sans nos chimites, il se cherche. Trop de béton, trop d'errance. Avouant sans timidité les affres du solitaire. Ainsi, dans les ruelles anonymes, il fait naître des rivières. Jamais assez de larmes pour combler ce vide. Il se fait ménestrel des secrets. Mouchonipi connaît ses fils. Peut-être se languit-elle de cet héritier de discrétion. Elle lui murmure ses rêves. Pourtant, elle verse sa peine. Mère Chipou qui appelle ses enfants. Elle ne veut pas être oubliée, car sa lumière guide le peuple. C'est comme deux types d'itinérance, on va dire. Oui, oui. Et la première, l'itinérance de misère, c'est que j'avais vu la belle initiative de M. Al Harrington qui avait créé la Wolfpack Street Patrol. Oui. Donc, une patrouille de bénévoles autochtones et non autochtones qui amenait des denrées de première nécessité à des itinérances entre villes, itinérantes partout, hommes, femmes, de toute origine. Et c'est quelque chose qui venait me chercher beaucoup. Donc, je me suis impliquée beaucoup à cette époque-là. J'allais presque 2-3 fois par semaine marcher la nuit jusqu'à minuit, puis rencontrer les gens, donner des choses. Et les premières fois, c'est toujours un choc. Moi, premièrement, je ne veux pas m'attacher à personne parce que je peux pas... J'ai déjà essayé d'aider quelqu'un qui ne voulait pas être aidé. Oui. Et je me suis épuisée. Donc, je connaissais le danger du piège. Donc, je me dis, je leur donne ce qu'ils ont besoin dans l'immédiat. Le reste leur appartient. Et, mais je me rappelle d'avoir croisé un itinérant qui avait sûrement des enjeux de santé mentale. Et il se balançait d'avant-arrière. Oui. Puis on voyait qu'il s'était tout graffiné le dessus de la tête. Et il était habillé, là, un t-shirt en hiver. Puis il avait son gros chien à côté de lui, là, sa grosse fille, on va dire, qui était à côté de lui. Puis quand on était arrivé, avant de se nourrir, lui, il a nourri son chien. Et ça, quand je suis revenue chez moi, je suis partie à pleurer. De voir comment, dans la plus misérable misère, il y a encore de l'amour qui est possible. Parce que c'est un geste d'amour, ça. Tout à fait. Absolument. Ça m'avait beaucoup marqué. Et par la suite, je me suis bâti une façade pour ne plus être ébranlé, être attaché. Parce que moi, ce que je trouve chez les artistes, on a le don d'une hypersensibilité. Et si on ne sait pas la gérer, on peut en mourir, je pense. Oui. Y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont développer une dépendance. Moi, à un moment donné, c'est ça, je m'en rendais compte. Il y a des choses, des morts d'animaux, de faits, de destruction d'arbres ou de forêts, ça venait tellement me chercher. J'étais tellement enragée ou triste, que ça créait tellement d'émotions négatives qu'il a fallu à un moment donné que j'apprenne à gérer tout ça. C'est ça. Puis, là, on a parlé de l'inspiration pour écrire sur l'itinérance. Est-ce que tous vos poèmes, comment naît un livre? Qu'est-ce qui vous inspire à écrire?
Avant, j'écrivais avec un papier et un crayon. Maintenant, j'écris avec ceci. Ah oui, Un téléphone. le téléphone. Un téléphone intelligent. Mhm. Je dirais pas la marque pour faire de publicité. Ouais. Mais j'ai commencé... Avant, j'écrivais sur du papier. Mais comme tout le monde maintenant, je suis esclave de mon cellulaire. Mhm. Et quand je prenais le métro de Montmorency jusqu'à Berry, c'était un grand moment là, à réfléchir. Et c'était facile d'écrire de la poésie. Fait que quand il y a quelque chose, je commençais à écrire tout de suite. Oui. Puis là, je les publiais. Puis j'avais des réactions, des commentaires. À un moment donné, j'ai tout rassemblé ça. Puis j'ai envoyé ça à l'éditeur. Oui. On les a retravaillés. C'est comme ça qu'est né Bréviaire du matricule 082 Mhm. et Enfant du lichen aussi. Le troisième, il y a des textes qui sont pas parus sur Internet. Il y en a quelques-uns qui apparaissent sur Facebook. Oui. Mais c'est ça, je te dirais que le troisième était à 85%, pas mal terminé. Pas mal terminé. OK. Ouais. On devrait voir sa sortie bientôt alors. J'aimerais ça, oui. Mais je vais laisser le temps aussi à Enfant du lichen de faire de faire sa campagne de séduction. Oui. Parce qu'une fois qu'on les écrit, les livres, c'est comme des êtres indépendants. Mhm. Ils font leur vie. J'ai plus aucun contrôle là-dessus. Tout à fait. C'est tellement bien dit. Je poursuis avec Maya Cousino-Molène, écrivaine et poète inou. Maya, j'ai vu que vous étiez poète en résidence pour un an à la Biosphère. Qu'est-ce que ça fait concrètement, un poète en résidence? Écoute, ça existe. Oui. Ça se promène et ça écrit. Ben, en fait, c'est une initiative de la Biosphère Mhm. et c'est une première fois qu'ils font ça. Oui. Et comme ils ont un musée basé sur l'environnement, Mhm. puis tout aussi le site qui est très beau, quand ils m'ont approché pour être leur poète en résidence, j'ai été curieuse et surprise, mais je suis contente de ça. D'ailleurs, ça va officiellement commencer là, Oui. bientôt, là, Mhm. en janvier. Et ça va être d'aller passer quelques heures sur le site Mhm. et écrire, puis réfléchir. Puis je veux également impliquer d'autres artistes pour Oui. faire comme genre des micro-résidences, mais pour chaque saison. Mhm. Et c'est pas juste des artistes autochtones, mais il y a des non-autochtones aussi. Moi, je suis beaucoup pour la collaboration entre Oui. différents groupes. Mhm. Donc, mais comme c'est une première, ben là, c'est ça. Il fallait qu'ils s'adaptent pour le financement, comment Ok. la logistique de tout ça allait se faire. Et j'ai même ma petite carte d'employé, entre guillemets, c'est marqué artiste en résidence avec ma photo dessus. Oui. Voilà. Ah ben c'est bien. Vous avez tout à l'heure brièvement parlé d'un nouveau mandat Oui. après celui d'agent de développement dans un cabinet d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est secret? Ben, rapidement, comme ça, oui, ben, j'ai appliqué sur le poste de chargé de projet Relations avec les peuples autochtones à la bibliothèque. Les Archives nationales du Québec? Oui, exactement, excusez. Et en fait, ça va s'assurer d'inclure une perspective autochtone dans les initiatives, dans les démarches d'éducation que la bibliothèque va vouloir démarrer. Oui. Et ça va être aussi de porter une voix autochtone dans les différentes initiatives qu'ils vont vouloir faire, OK. mais aussi, je crois, à quelque part, faire connaître ce que la bibliothèque pourrait faire pour eux, parce que veut pas, on est de plus en plus de gens qui écrivons. Oui. Et il y a aussi des archives dans les communautés. Les gens prennent des photos. Je vois souvent des photos en noir et blanc passer, des aînés, des choses de même. Donc, il y a tout un bagage maintenant matériel qui témoigne d'une culture immatérielle. Oui. Et je crois qu'il faut traiter ça avec un certain respect. Mhm. Et puis aussi sensibiliser les gens à l'interne à la bibliothèque des différentes réalités, des différentes histoires. Le récit de Ouachat Maliotenam est très différent de celle d'Obidjouan. Oui.
Puis au-dessus, moi, je vais être dans la direction des services éducatifs et de l'action culturelle. Et c'est une direction qui est un peu partout, qui n'est pas en silo. Et déjà, j'ai cru entendre qu'on m'attendait avec impatience. J'en doute pas. C'est tout aussi dans ce qu'on appelle l'autochtonisation. Oui, exactement, oui. Ça me fait rire parce que ma prochaine question, je dis que avec tous ces beaux mandats, vous avez fait des études universitaires en sciences politiques, puis vous êtes une femme engagée, on le sait, on l'entend, puis on le voit. Est-ce que la politique vous intéresse? Non. Non? Non, pas à ce point-là. Pas ce genre de politique-là. Pas ce genre-là, oui. Non, pas être député, rien de ça. Oui. Faire un autre genre de politique, faire de la poésie politique, oui. Développer mes habiletés politiques, oui. Parce qu'il y a de la politique partout. Il y en a ici, il y en a au Tim Hortons. C'est vrai. Il y en a au HEC. Il y en a partout. Des jeux politiques, entre nous, on en a. Et ça me fascine. Donc, m'impliquer là-dedans, il n'y a pas de problème. Et poursuivre ma réflexion là-dessus aussi. Oui. Mais me présenter pour un parti, non. J'ai vraiment aucun intérêt. Et j'avais d'ailleurs aussi appliqué pour le poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Oui. Et je m'étais rendue une bonne étape dans le processus d'embauche. Les gens voulaient, justement, refaire une autre entrevue. Puis finalement, je me suis désistée. OK. Parce que je trouvais que c'était trop encadré, très politique aussi. Et non, moi, j'ai besoin d'une certaine liberté comme artiste. Oui. Parce que si tu veux faire souffrir un artiste, mets-y des limites. Des limites encadrantes. Des entraves et tout. Oui. On a vu Michèle Audette devenir sénatrice, Michèle Obossawin, juge à la Cour suprême, Catherine Champagne-Jourdain, première autochtone à être ministre, puis vous, Maya, qui venez de gagner aussi un prix littéraire prestigieux avec tous ces mandats. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de servir de modèle pour la génération future? Mes nièces me le disent souvent que je suis leur modèle, mes nièces Innu, et ça me touche énormément. Donc, ça m'oblige à garder les fesses serrées. Non, mais tu sais, je suis naturellement tranquille et pas très brouillonne dans mes comportements en public. Donc, c'est pas un enjeu pour moi, mais oui, elles me disent que je suis leur modèle. Ça me touche énormément. Oui. Et j'agis aussi en fonction de ça pour ne pas les décevoir. Puis je les encourage également, tu sais. Je leur donne des cues, je leur donne des conseils. Et même l'an passé, j'ai été mentor pour une étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Oui. Donc, je me rends compte que mon expérience, à quelque part, est unique. Ma manière de penser aussi, je ne vais pas dire qu'elle est unique parce que il y a des façons de penser que je vais retrouver ailleurs, mais c'est vrai que mon expérience et mon point de vue sont assez imprenables. Oui, tout à fait. Oui. Puis avec tout ça, Maya, votre regard sur l'avenir pour les générations futures, est-ce c'est un regard plein d'espoir, de résultats concrets? Ça va dépendre comment on va traiter la planète. Oui. Moi, je peux pas être pessimiste, mais ni optimiste. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. Donc, ça va dépendre comment on va prendre nos responsabilités vis-à-vis de la planète Terre. Oui. Parce que c'est tout ce qu'on a. C'est ça qui m'inquiète. Oui, tout à fait. Oui. Puis vous, vos actions à vous, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Mon 3e recueil, que j'aimerais... j'ai une suite de contes pour enfants. Oui. J'ai une amie illustratrice, d'ailleurs, qui m'a demandé de collaborer avec elle sur un autre projet. Puis on m'avait demandé, une maison d'édition m'avait approché comme ça pour écrire un conte ou une histoire sur le racisme. Oui. Et c'est difficile à aborder parce que souvent ça vient des parents. Donc, l'histoire que je suis en train d'écrire est très... c'est ça, c'est de l'imaginaire. Il y a du fantastique. Mais je travaille là-dessus. Bon, j'ai un roman qui traîne depuis des années. Le roman, c'est plus difficile pour moi que de la poésie. La résidence, mon nouvel emploi, et j'ai des tournées qui s'en viennent aussi. De conférences. Oui, puis des salons du livre également.
Donc, avec tout ça, Maya, je pense que la cour est pleine, oui, la cour est pleine, comme on exactement. dit. Alors, c'était tout. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis, en tout cas, nous espérons continuer à vous lire, ça certainement. Merci. Alors, je rappelle que mon invitée est Maya Cousineau-Molène, écrivaine et poète. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous invite la semaine prochaine pour une autre femme à découvrir.